Tout de suite, magazine. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Éduc-Presse. Éduc-Presse est de retour sur la RT Éduc. C'est l'heure de la vérité, le temps a sonné. Le patron de l'EPST avait-il convaincu ces derniers? Le professeur Tony Mwamba a convaincu les élus. Voir un projet lorsqu'on prétend... Prenons rendez-vous tous les vendredis à 15h juste et tous les samedis à 9h juste. Éduc-Presse, au-delà de l'actualité. C'est parti pour la plus grande production du pays. Madame, messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une seule thématique à l'ordre du jour, formation du gouvernement de la République démocratique du Congo. Quid sur le choix des intervenants, quid sur le choix des animateurs. J'ai deux invités sur ces plateaux qui vont tenter de répondre à mes questions. Oui, la production d'aujourd'hui, elle est vraiment très pédagogique, raison pour laquelle j'ai choisi ces invités qui vont répondre à mes questions. Je m'en vais comme ça vous les présenter. Jordan Mainikini Gonda, bonjour et bienvenue. Bonjour Jirès et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Très heureux en tout cas d'être deuxième participation, je pense. Effectivement, c'est ma deuxième fois. Voilà, quelles sont les retombées quand vous pensez sur Éduc-Presse? Quelles sont les retombées? Qu'est-ce que les gens disent dans la cité? Qu'est-ce que les gens vous disent en fait? J'apprécie en tout cas la qualité, la pertinence surtout du présentateur qui a toujours été très professionnel. J'apprécie également la qualité de la chaîne. Donc je pense qu'on a toujours eu des très bonnes impressions lorsqu'il s'agit de suivre Éduc Télévision. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup Jordan Mainikini Gonda. La première question, comment va le pays? C'est la première question que nous avons l'habitude de poser sur ces plateaux. Comment va le pays selon vous? Merci en tout cas pour la parole. Je dirais brutalement parlant, ce qu'il faut savoir est que le pays va très mal. Le pays va très mal parce qu'au moment où nous parlons, il y a des gens qui meurent à l'Est. Et ça, aucun Congolais ne peut l'accepter. Mais ça date depuis plus de 20 ans. Mais qu'on se le dise, puisque ça continue toujours, nous n'avons pas besoin que cette situation perdure. Nous voulons que la sécurité ou la paix revienne au beau fixe à l'est du pays, étant donné que quelques parties du pays seront toujours sous occupation du M23 ou encore d'autres mouvements rebelles. On continuera à dire que le pays va très mal. Donc, jusque-là, on doit toujours continuer à monter au créneau, nous en tant que journalistes surtout, parce que c'est la seule chose que nous pouvons faire, c'est de dénoncer, de faire voir à la communauté internationale qu'on tue à l'est du pays. Le Rwanda est en train de tuer nos compatriotes à l'est du pays par le biais du M23. Donc cette situation, nous voulons que ça puisse prendre fin. Et je pense qu'au stade actuel, tous les Congolais en tout cas ont pris conscience. Vous avez vu ce qu'a fait Héritier Louvumbu. Ça veut dire que même les footballeurs aujourd'hui se sont engagés dans les combats. Même les enseignants aujourd'hui commencent à prendre beaucoup, aux élèves. Jordan Mainikini, ce n'est pas notre thématique, mais ça valait vraiment de la peine que vous puissiez en parler. Nous aussi, journalistes, on doit faire la même chose. Voilà, monsieur Gédéon Lusakweno, première participation à Éduc-Presse, journaliste à Éduc Télévision, l'un des intervenants à la matinale. Votre rubrique, c'est le sport. Ouais. Bonjour et bienvenue. Bonjour Julien, bonjour, je profite pour saluer aussi les co-débatteurs ici présents. Oui. Bonjour à nos téléspectateurs, je suis très content d'être là. Et surtout que c'est Éduc-Presse, on parle de l'actualité, on parle du pays. Et c'est très important en tant que journaliste de pouvoir analyser sur des questions d'actualité, des questions du pays. Comment va le pays selon vous, en tant que journaliste? Moi, je ne dirais pas comme Jordan. Le pays ne va pas assez bien, mais ça va. Ça va, on va... Je crois que tu allais utiliser les propos de Joe Ilunga. Le pays, c'est vraiment magnifique. Magnifique, comme il a toujours son accent, que je salue. Donc, le pays va assez bien parce que le président de la République
puisqu'il a pareil, il a évoqué le problème de la guerre à l'est de la République. C'est vrai, nous sommes en guerre, mais le gouvernement ne lâche pas prise, parce que le gouvernement mène des actions très efficaces pour que cette guerre soit éradiquée définitivement et que le Congolais retrouve la paix partout où ils sont. Vous gardez la parole, Gédéon. Vous gardez la parole, Gédéon. Nous parlons aujourd'hui formation du gouvernement de la RDC, quid sur le choix des animateurs. Restons sur les bilans, il faut le préciser. Le Premier ministre avait déjà déposé sa démission, mais il continue quand même d'assumer les affaires courantes. Ça fait couler beaucoup d'encre et salive, on ne va pas y revenir. Jordan, vous me regardez, vous me poussez à poser des questions qui n'étaient pas même prévues. Voilà. Parlons bilan. Parlons bilan du gouvernement Sama. Selon vous, est-ce le Warrior, comme on aimait bien les appeler, ont réussi leur mandat ou c'était catastrophique? Catastrophique, non. Parfait, non. Le bilan est normal. Mais vous dites quoi concrètement alors? Non, attendez. Voilà. Catastrophique. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Donc, je pense que ces bilans, c'est un bilan positif. Pourquoi? Parce que si vous regardez, quand le Premier ministre Sama Lukonde avait pris le pays, la manière dont il a trouvé certains signaux, notamment économiques, on parle du budget, justement, le budget de la RDC, la manière dont le budget a évolué, vous avez pris l'armée, vous avez pris le secteur éducatif, vous sentez qu'il y a quand même il y a eu des efforts que le gouvernement a fournis. C'est vrai que ce ne sont pas, ces efforts ne sont pas, je dirais pas parfaits, mais en tant que gouvernement, ils ont fourni les efforts pour stabiliser les pays. Aujourd'hui, les pays est stable. Hein, je ne parle pas du côté sécuritaire. Attendez, les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre. Je l'ai dit dès l'entame de cette émission, c'est une émission très pédagogique. Quand vous dites que le gouvernement a stabilisé le pays, concrètement, le gouvernement a stabilisé le pays sur quel plan? Je parle déjà sur le point économique. Je parle du budget. Oui, oui. Sama Lukonde avait trouvé le budget à combien, on le sait. Et aujourd'hui, on est à combien? C'est vrai en termes de taux, le président de la République l'a dit aussi lui-même, notre économie est extravertie, c'est-à-dire nous dépendons plus de ce qui vient de l'extérieur. C'est ce qui dérange parfois ici au pays pour qu'il y ait des équilibres des taux. Et il y a la gratuité de l'enseignement que nous louons. Sama Lukonde a trouvé cette gratuité. S'il n'était pas fort, s'il n'était pas coriace, il allait n'est pas comment j'allais dire, comment je peux dire, il pouvait, avec cette gratuité qu'il a trouvée, ne serait-ce que ne pas faire évoluer les choses. On a vu avec le PDLSA 45 territoires, le projet qu'a lancé le président de la République. Il y a eu des écoles qui sont construites partout dans la République, il y a eu des bâtiments administratifs construits, il y a eu des routes construites. Donc, partant de ça, nous pensons que les 5 ans à venir, ça sera encore de l'évolution. Hein, parce que ces projets, je le rappelle, c'est un projet qui coûte beaucoup à la République. Mais on donc, sent selon vous, le bilan de Sama Lukonde, oui, le bilan est positif. Est positif. Oui, le bilan selon vous? Oui, selon moi. Selon les arguments. J'ai donné aussi les faits. Oui. Hein, je parlais du projet PDLSA 45 territoires. Oui. Donc ça la gratuité, l'enseignement, les taux, le budget. Du budget, évidemment. Et le taux qui bat de l'aile comme ça? Je vous ai dit, le problème du taux, ce n'est pas qu'ici. Hein, je vous rappelle que récemment, le président Emmanuel Macron a dit face aux agriculteurs que ce que la France est en train de vivre, c'est les conséquences d'après-Covid. Donc, après Covid, l'économie du monde Gédéon, c'est depuis 2020 qu'on parle au Covid. Non, mais 4 ans après. Nous dépendons de l'extérieur. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'entreprise qui... Mais nous sommes indépendants depuis 1960. Évidemment, nous sommes en train de nous battre. Le président Félix et son gouvernement sont en train de se battre pour que les choses changent. Hein, ils ont trouvé le pays dans la situation où il s'est trouvé. Et donc, il y a des efforts qui sont fournis qu'on ne doit pas nier. On doit être... journaliste, donc c'est-à-dire analyser le fait, il y a ce qui se fait, il y a ce qui n'est pas encore fait, et il y a ce qui se fera. Donc nous devons rester optimistes pour que la population congolaise ait un climat apaisanti par rapport à ce que nous nous disons. Parce que si nous, journalistes tels que nous voyons le fait, nous donnons comme tendance à négliger ce qui s'est fait sur le terrain, ça serait quand même injuste de ma part de pouvoir dire que le bilan est chaotique, d'autant plus qu'il y a des signaux clairs sur le terrain que nous sommes en train de voir, que ce soit ici dans la capitale ou
partout ailleurs en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur Gédéon Lusakweno. Selon vous, le bilan de Sama Lukonde, le gouvernement Sama Lukonde, faut oui, les Warriors est positif. Oui. Monsieur Jordan Maïnikini, vous êtes, il faut le préciser, DG du média en ligne. Vous nous rappelez le nom, s'il vous plaît? Ecomine.cd. Vous traitez les sujets économiques, les sujets ayant trait avec le mine. Selon vous, le bilan de Sama Lukonde est-il positif? Effectivement, je vais commencer par aborder les choses en termes des faits. Ok. Alors, s'il faut analyser, par exemple, les secteurs miniers de la RDC. Voilà. Vous savez que c'est à l'époque de Sama Lukonde qu'on vient de renégocier le contrat du siècle. Contrat chinois. Qu'on a appelé les contrats du siècle, les contrats chinois. C'est à l'époque de Sama Lukonde que ces contrats a été renégocié. Et grâce à ces contrats, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a bénéficié de 7 milliards de dollars américains hors budget. Ça veut dire que nous disposerons des 16 milliards comme budget de l'État et puis les 7 milliards que le président de la République a décidé d'allouer dans la construction des infrastructures routières. Donc c'est vraiment un bilan qu'on doit aussi attribuer à Sama Lukonde parce que ça s'est passé sous son époque. Donc je pense qu'il y a eu quand même des signaux qui prouvent à suffisance, qu'il y a eu quand même de l'évolution par rapport à d'autres gouvernements qui ont passé dans notre pays. Alors, s'il faut énumérer, parce que j'avais dit que je vais aujourd'hui essayer de donner quelques faits qui prouvent que le bilan quand même de Sama Lukonde est à féliciter. Quand même. Est à féliciter par rapport à ce que nous avons vos propos, avant. Quand même. Il y a par exemple le PDSA 45 territoires. Oui. Ça a permis aujourd'hui à plus de 145 territoires congolais d'être doté quand même des infrastructures. Mais j'ai été dans les Congos profonds. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pendant le préparatif des élections, pendant le campagne électorale, le président de la République a circulé quelques provinces, mais c'était dégoûtant. La population a dit qu'il n'y avait presque rien. Les travaux ne se faisaient presque pas. Le chef de l'État a rencontré la réalité en face. Non, vous devez savoir une chose, cher Giresse. Au fait, c'est un travail humain. Ça veut dire là où les humains travaillent, il y a toujours eu des imperfections parce que les humains ne sont pas des dieux. Alors, ce qu'il faut savoir est qu'à 80%, moi j'ai été dans les Congo profonds. Je ne suis pas en train ici de raconter ma vie, mais je suis en train de raconter le fait parce que j'y ai été. Alors, ce qu'il faut savoir est que vous avez aujourd'hui des territoires qui sont dotés des infrastructures. Avant, il n'y en avait pas. Vous avez aujourd'hui des territoires qui sont dotés des écoles parce que vous devez les savoir que les élèves ont besoin des écoles pour étudier un jour devenir des grands hommes. Nous avons besoin d'avoir des élèves qui sont très bien éduqués. Alors pour être bien éduqués, il faut qu'il y ait des infrastructures écolières. Et ça s'est fait à travers le programme des 145 territoires. Ça aussi c'est un bilan qu'on doit aussi attribuer dans le gouvernement Sama Lukonde. À part ça, il y a la diplomatie agissante. Aujourd'hui, il faut savoir que les Congo a pu amener la communauté internationale à comprendre et à essayer de rappeler au Rwanda que c'est le Rwanda qui attaque les Congos. Ça aussi, c'est à mettre dans le bilan des Sama Lukonde. Ça entre dans les actifs du chef de l'État ou du gouvernement Sama Lukonde? Et le chef de l'État et le gouvernement. Ils partagent les bilans. Il faut le savoir. C'est plutôt, nous sommes dans un régime présidentiel. Oui. On ne dit pas que le président a plus de pouvoir que le Premier ministre, mais le Premier ministre a plutôt plus de tâches que le président de la République. Parce que c'est lui qui gère au quotidien l'État. Donc Sama Lukonde, on ne doit pas aujourd'hui dire que c'est le président et non pas Sama Lukonde. Lui également fait partie de ces bilans. Je voulais aussi évoquer la montée en puissance des FARDC. Aujourd'hui aussi, il faut le savoir que plusieurs... on a essayé un peu de relever le budget alloué à notre défense nationale. Donc ça aussi, c'est un bilan à attribuer à Sama Lukonde qui, grâce à sa maestria, a essayé un peu de relever ces budgets afin que nous puissions avoir une armée forte. Parce que lorsque vous avez une défense nationale qui n'a pas assez de budget, sachez-le que vous serez faible. Oui. Donc aujourd'hui, on remarque que le FARDC arrive quand même à
à bien mener les combats au niveau de l'Est du pays. Mais on ne doit pas aussi relever qu'il y a encore plusieurs défis à relever. Il y a par exemple le problème d'électricité, parce que jusque-là, le phénomène de l'estage bat record encore à Kinshasa. Il y a les problèmes économiques, les problèmes du chômage. Il y a plusieurs jeunes qui, après avoir fini les études, jusque-là, ne sont pas casés quelque part, ne travaillent pas. Ça aussi, ce sont des défis que le gouvernement, peut-être qui va arriver, doit relever, parce qu'il y a un principe de continuité de l'État. Ça veut dire, lorsqu'il y a un gouvernement qui a travaillé, qui s'est arrêté quelque part, le gouvernement qui arrive doit prolonger ses travaux jusqu'à résoudre certains problèmes qui n'ont pas été résolus. Merci beaucoup, Jordan Maïnikini. Je suis avec vous, M. Gédéon Lou Sakweno. Voilà, on va rester vraiment très, très factuel. On va rester sur le fait. Vous le savez, le commentaire est libre. Les faits sont sacrés. C'est un principe sacro-saint du journalisme. Selon vous, quels sont les warriors qui se sont démarqués en faisant du bon travail? Vous ne citez pas le nom, mais vous citez quand même le ministère. Vous donnez quelques exemples. Quels sont ces ministres ou ces ministères qui ont fait du bon travail pendant le mandat de Sama Lukonde comme Premier ministre? Voilà, je pense que, comme vous l'avez dit, les faits sont sacrés. Je prends les ministères de la fonction publique. Ok. On a vu quand les ministres en fonction, démissionnaire évidemment parce qu'il est aussi élu député national, est entré dans ces ministères. J'aurais appris que son nom était quelque part. Bon, continue. Espérons. Hein. Et donc, ces ministres s'est investi. Il a trouvé un nombre exorbitant des fonctionnaires de l'État qui ne sont pas mécanisés, qui ne sont pas payés. Et il a mis en place de stratégies pour qu'il y ait d'abord mécanisation des fonctionnaires publics, des agents et cadres publics. Il a permis à ce que ces ministères et que tous ces agents et cadres de la fonction publique soient identifiés. Ça, c'était un problème. Même l'IGF, je vous rappelle que récemment, avait mené des enquêtes autour des nombres de tous qui sont comme fonctionnaires de l'État, des personnes qui prenaient 2 fois, 3 fois, 4 fois les salaires, de primes exorbitants, et les autres qui n'en avaient pas. Et donc, ces ministres ont essayé de mettre une touche particulière pour qu'il y ait de l'ordre dans ces ministères. Et on a vu lorsqu'il fallait démissionner comment les agents de ces ministères pleuraient. Je ne sais pas si ce n'est pas une scène créée, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, il était reçu quelque part dans un média de la place. On a suivi, personnellement, j'ai suivi même des extraits de gens, des témoignages de gens qui venaient du fin fond de la République. Quelqu'un qui vous dit, moi j'ai fait plusieurs années à la fonction publique, je ne suis même pas reconnu, je n'ai pas une prime, tout ça. Mais à travers une volonté politique, il est venu, il a fait quelque chose et aujourd'hui, nous sentons qu'il y a de l'équilibre au niveau de la fonction publique. Après le ministère de la fonction publique, la suite? Bon, je pense qu'il y a le ministère de la communication et médias. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est fait autour des briefings, tout ça, à tout moment, on donne des informations. C'est une innovation, le briefing en question? Une innovation. Il y a un journal qui est un habitué. Je ne parle pas dans le sens de l'innovation, mais dans le sens du bon boulot, dans le sens de quelqu'un qui connaît son travail et qui a bien fait son boulot pendant son mandat. On a vu qu'à tout moment qu'il y avait des corps, qu'il y avait des informations qui n'allaient pas, ou des choses, des rumeurs qui circulaient, il y a toujours un ministre de la communication qui sort pour donner l'éclairage à la population et ainsi qu'à l'opinion. Et à tout moment, il a même invité le président de la République, il invite les ministres sectoriels pour donner des éclairages à la population par rapport à différents domaines. Ça, ce sont des choses à féliciter et nous pensons que des gens pareils ou des ministres pareils sont ministrable demain pour que le pays avance. Vous ne faites pas la communication pour s'il vous plaît, continuez. J'analyse. Hein. Vous n'orientez pas l'opinion, vous répondez à ma question. Après le ministre de la fonction publique, le ministre de la communication, il y a encore d'autres warriors qui ont fait du bon travail. Ouais, parce que l'objectif n'est pas seulement de parler en mal, c'est aussi louer les efforts pour que les gens continuent à faire du bon travail. Ça c'est un point très, très important. Aujourd'hui, dans notre pays, les gens sont prêts à crier, à dire quand il y a un ça ne va pas. Mais quand les gens voient que ici dans ces secteurs ça va, quand vous parlez, les gens disent que non, voilà, Djalelo, il y a ceci, il y a cela, il veut être employé quelque part. Non, quand il y a un secteur où nous voyons que ça va, il y a un ça va. Tout à l'heure, Jordan a parlé du secteur minier. Il y a un ministre de l'autre côté. Donc tout ça sont des choses à louer. Il y a le ministère du tourisme où on a vu la réhabilitation du parc de l'Antélé.
hein, qui a fait plusieurs années comme ça, c'était vraiment abandonné, tout ça. Donc il y a des ministres qui ont essayé, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre dans le pays, de faire quelque chose avec une volonté politique. Monsieur Gédéon, vous gardez encore la parole. Vous parlez tellement bien, vous gardez encore la parole. Restons dans le secteur éducatif. Nous touchons l'EPST, nous touchons l'ESU, nous touchons la formation professionnelle. Il y a encore un autre, il n'y a que 3. La formation technique et professionnelle. Voilà, nous touchons ces 3 ministères ayant trait avec l'éducation. Le bilan. Je commencerai par l'ESU. C'est vrai que dans ces ministères, il y a eu des avancées, notamment l'arrivée du système LMD, qui est un système très révolutionnaire à l'ancien système. Vous pensez que le système LMD de la RDC est le même qui se passe dans d'autres pays? J'aime votre sagesse dans votre manière de poser la question. Les systèmes LMD de la RDC, je vous signale qu'il n'existe pas de système LMD de la RDC. Le système LMD est un système reconnu partout dans le monde. Et donc, c'est un système très avantageux pour le pays. Aujourd'hui, quelqu'un qui finit... Le système LMD, sans pourtant vous couper la parole, okay, mais l'apprenant au centre de l'enseignement. Voilà. Est-ce que c'est le cas ici en RDC? Le cas... Parce que moi, je prends le temps d'échanger avec les amis qui étudient dans ce système-là. Évidemment. Je sais qu'il n'y a pas la différence entre nous autres qui ont fini en 2017 dans le système normal et ceux qui étudient dans le système LMD. Voilà. Je pense que Jordan ne va pas me contredire. Voilà. La question est bonne. La question est très bonne. Le problème, ce n'est pas les systèmes. Oui. Le problème, c'est nous, à nous le pays, à nous le RDC, de nous adapter au système mis en place. Mais si les pays n'étaient pas encore prêts? Non, je pense que le pays est prêt parce qu'on a vu juste après l'arrivée du système, l'instauration des Wi-Fi gratuits dans toutes les universités et établissements publics pour permettre à ce que les étudiants puissent faire des recherches, les étudiants puissent beaucoup lire, tout ça. C'est maintenant aux étudiants de pouvoir s'adapter à ces systèmes. C'est vrai qu'il y aura d'autres points, d'autres facteurs qui vont entrer en jeu, notamment le paiement, la prise en charge et des bonnes conditions des professeurs, la manière dont les étudiants étudient dans des auditoires, tout ça, voilà, ça doit venir. Vous continuez. Je pense que l'ESU a quand même innové dans ces systèmes, mais ne restons pas dans l'innovation. Performons en termes de ce qui se passe chez nous. Actualisons par rapport au système pour que nos compétiteurs, c'est-à-dire les diplômés du système LMD, puissent compétir au meilleur niveau avec tous les autres pays, hein, les diplômés des autres pays. On prend la formation professionnelle. La formation professionnelle. Oui. Bon, c'est côté pour dire vrai... Vous connaissez même le nom du ministre? De ce côté pour dire vrai... Vous connaissez le nom du ministre? Vous avez déjà eu à couvrir une activité dans ce sens? En tout cas, pour dire vrai, parce que nous parlons fait, le ministère de la formation professionnelle, je n'ai pas senti dans ces mandats, il y a beaucoup, d'ailleurs Jordan l'a tout à l'heure dit, le problème des chômeurs. Avec ces ministères, on pouvait résoudre ce problème. On a l'INPP aujourd'hui en RDC. On peut résoudre ces problèmes facilement, tout en formant les jeunes dans différents domaines, menuiserie, je ne sais pas moi, tous ces domaines, maçonnerie et tout ça, on peut former. Mais qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui? L'INPP, je vous informe que l'INPP aujourd'hui a commencé avec quel montant en termes de frais, motivation et tout ça, et aujourd'hui on en est où? Aujourd'hui, les prix à l'INPP, ça devient comme si vous étudiez à l'université normale. Or, c'est un établissement public. Donc, c'est créé pour faciliter la jeunesse, les jeunes qui n'ont pas des possibilités d'aller à l'université. Donc, on peut dire que le ministre de la fonction publique a traîné le pas, a tourné le pouce. De ce côté, la formation professionnelle, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Chez nous, à l'EPST, vous prêchez pour votre propre chapelle? Non, mais c'est le fait. Répondez à ma question. Oui, le ministère de l'EPSP, il y a des avancées. Il y a des avancées énormes. On a vu la construction des écoles partout en République démocratique du Congo. Pardon? On a vu la construction des écoles en République démocratique du Congo. Oui, dans le cadre du projet... Vous avez dit partout. Attendez, je reviens. Les gens qui nous suivent peuvent m'envoyer des vidéos. Je peux réaffirmer, j'ai dit ceci. Nous avons vu la construction des écoles partout en RDC dans le cadre du projet PDLSA 45 territoires. Maintenant, c'est clair. Dans ces projets, il est prévu que les écoles soient construites partout et les projets déjà en marche. Oui. Donc, les écoles sont construites. On a vu un ministre qui est venu,
qui s'est mis dans le pas du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le maintien de la gratuité. C'est un pas. Vous êtes dans l'école de Joe Ilonga, continuez. Nous pouvons féliciter quand même ces ministères. C'est vrai que tout n'a pas été fait. Il y a encore des choses à faire, tout ça, parce que l'homme n'est pas parfait. C'est pourquoi celui qui viendra pourra continuer, comme tout à l'heure, dans la continuité des affaires publiques. Merci beaucoup, Gédéon Lusakweno. J'ai envie de dire le fils professionnel de Joe Ilonga, mais je ne le dirai pas. Je salue Joe Ilonga, il nous suit quelque part. Je salue Joe Ilonga. Monsieur Jordan, je suis à vous. Gédéon Lusakweno a expliqué, hein, il a pris vraiment beaucoup de temps. Il a parlé de la fonction publique, il a parlé du ministère de la Communication, ESU, formation professionnelle et PST. Vous prenez un peu de tout. Quels sont ces ministères qui se sont distingués en faisant du bon travail? Alors, pour répondre à votre question, je pense que je vais aussi bénéficier du même temps d'antenne. Je vous donne... Gédéon Lusakweno, qui a été très obèse dans la prise de parole. Je vous donne 1 minute 30. Ça vous va? Oui, effectivement. Donc, ça, merci beaucoup. Alors, moi, je dirais ceci. Je n'aimerais pas citer peut-être le nom de ministre parce que j'aime toujours que mes analyses soient désidentifiées ou dépersonnifiées parce que j'ai toujours été politiquement incolore. Je n'ai pas de coloration politique. Je suis ici en tant que journaliste. Alors, s'il faut évoquer quelques ministères, j'apprécierais plutôt les travaux réalisés par le ministère du Plan parce que c'est le ministère du Plan qui a pu mener les programmes de développement local des 145 territoires. Comme vous le savez très bien, c'est vraiment l'un des vastes programmes qui a bénéficié d'un budget de plus d'1 milliard. Déjà que le chef de l'État lui-même a su mettre ces programmes au centre de sa campagne électorale. Cela représente bien évidemment que c'est vraiment un très grand programme réalisé par les gouvernements et les chefs de l'État. Et ces programmes-là ont été menés par le ministère du Plan. Alors, il y a aussi le ministère des Affaires étrangères, dirigé par M. Christophe Lutundula. Ah, vous citez un nom. Celui qui est à la tête de ce ministère. Ça ne dérange pas, continuer. Et j'apprécie aussi la qualité du travail qui est mené parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le pays, en tout cas, est en train de revenir dans les concerts des nations, dans l'échiquier international. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que la République démocratique du Congo commence à être écoutée et commence à peser. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, grâce à la diplomatie mise en place au niveau étatique, on se rend compte que les États-Unis arrivent quand même à demander au Rwanda de retirer ses troupes en République démocratique du Congo, ce qui ne pouvait pas arriver avant. Une très grande avancée. Même l'Union européenne a reconnu que c'est le Rwanda qui est derrière les M23. Tout ça, c'est de la diplomatie. Nous voyons comment il y a des tractations entre Joao Lourenço, le président Tshisekedi, et le président rwandais Paul Kagame, l'agresseur principal de la RDC. C'est grâce à la diplomatie mise en place en RDC. Vous avez les ministères, tel que le ministère des Finances. On doit féliciter aussi les travaux qui est réalisé dans ces ministères parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, je vais donner des faits. Ministère des Finances dans les faits, oui. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les recettes ont accentué. Regardez ce que réalisent aujourd'hui les services d'assiette. Vous avez les DGI, les agents, du GIRAD, vous savez, les agents de l'EPST. On constate que les recettes ont monté. Les agents de l'EPST risqueront de vous lapider. Non, comme je disais, nous sommes dans un État, il y a toujours eu des problèmes. Les problèmes, même en France, soyez-en sûrs, il y en a. Là-bas, vous avez des gilets jaunes, vous avez aujourd'hui les agriculteurs qui marchent chaque jour. Donc, il n'existe aucun pays au monde où on peut les considérer comme étant des paradis. Même en Suisse, il y a des problèmes. Donc, moi, j'aimerais pas faire du focus sur le négatif, mais j'aimerais plutôt faire du focus sur le positif. Un très bon réflexe. Que les choses puissent évoluer. Je vais aussi évoquer le ministère de la Communication. D'ailleurs, Gédéon Lusakweno l'a si bien épinglé. Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, qu'il y a une très bonne communication. Aujourd'hui, il n'existe plus, en tout cas, des rumeurs sur les questions étatiques. Parce qu'il y a un ministre, au niveau du ministère de la Communication, qui a su mettre en place... j'apprécie beaucoup son dynamisme, qui a su mettre en place tout un service ou encore tout un mécanisme pour pouvoir informer la population au bon moment, pour pouvoir faire en sorte que la population puisse avoir de l'information. Parce que quand vous n'êtes pas informé, c'est en ces moments-là que les infox, tout ça, les fake news prennent corps. Mais il ne faudra pas aussi oublier
que certains ministres ou certains ministères n'ont pas pu mettre en œuvre leur politique, tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi les moyens de leur politique. Vous avez par exemple le ministère de la Pêche. Aujourd'hui, on peut déplorer que non, ce ministère est presque somnolent, est presque en état de syncope. Mais si on voit réellement qu'est-ce qui a été alloué comme budget dans ces ministères pour que le ministre puisse réaliser un très bon travail. Ils ont un budget si minime, si insignifiant. Monsieur Jordan Maelekini, j'attendais que vous parliez de l'ESU, de l'EPST et de la formation professionnelle. Bon, au fait, moi, j'aime bien toujours évoquer les sujets que je maîtrise. Oui. J'aime pas être gnosologue, parce que la gnosologie, ce n'est pas du tout bien. Je pense que ce sont là les ministères dont j'ai peut-être la maîtrise de certains chiffres, dont j'ai la maîtrise mais vous êtes journaliste, vous avez la grande actualité, les informations, vous savez ce qui se passe. Effectivement, surtout en tant que journaliste. Voilà, surtout en tant que journaliste, je dirais... Avec les innovations à l'ESU, les diplômes qui autrefois... Pour les récupérer, il fallait payer ça $50, il faut payer $25. Il fallait des avancées dans ça également, mais je pense qu'on doit aller plus loin. On doit aller plus loin, puisque je vais peut-être survoler en kangourou le ministère de l'ESU. Vous savez, aujourd'hui, bon, bien que beaucoup de gens disent qu'aujourd'hui, si vous donnez par exemple peu d'argent, vous allez avoir facilement votre diplôme. Moi, je l'ai essayé à l'IFACIC. Jusque-là, je n'ai pas encore réussi mon diplôme. Jusque-là, malgré tout ce qui se raconte, non, le ministre a fait ceci, a fait cela. Mais la réalité sur le terrain est... Prenez-moi, s'il vous plaît. Moi j'ai payé. Moi, juste remis mais comment imaginer dans un État, quelqu'un qui a eu à passer 5 ans à l'université, qui à la fin a des difficultés pour obtenir son propre diplôme? Heureusement. Moi, je pense que ça devait être des choses automatiques. Peut-être ça pouvait se faire en ligne. Même aujourd'hui. Combien de fois moi j'ai eu à payer pour recevoir mon diplôme? Je vous donne jusque-là, ça ne marche pas. Je parle d'un fait concret. Aujourd'hui même, Aristote Tomba vient de m'appeler. Il était à l'IFACIC pour récupérer son diplôme, mais c'était très compliqué. Il faut revenir après 10 jours pour récupérer le relevé de compte. Alors ça prouve qu'il y a des problèmes. Donc voilà les problèmes auxquels le ministre de l'ESI doit solutionner. Parce que, bon, vous savez, lorsque vous êtes ministre et que vous avez eu à mettre en place un certain nombre de directives, je pense toujours qu'il faut vérifier, parce que, comme on dit, la confiance ne doit pas exclure le contrôle. À chaque fois, il faut qu'il y ait contrôle. Lui-même doit descendre sur le terrain pour essayer de voir un peu la réalité sur le terrain, parce que la réalité sur le terrain est tout autre. Donc, mais Jordan Maelekini et Gédéon Lusakweno, vous n'avez pas parlé du ministère des Sports, mon Dieu. C'est quoi le problème? Ça, c'est un autre problème. C'est quoi le problème? Avant de laisser la parole à c'est quoi le problème, mon Dieu? Moi, je dirais ceci concernant le ministère des Sports. C'est quoi le problème? Moi, j'ai comme l'impression... Vous combattez M. Kaboula ou quoi? Non, on ne peut pas. Comment vous pouvez parler de combat personnel? C'est un doyen dans la profession. Nous sommes d'ailleurs très heureux qu'un journaliste, aujourd'hui, des renommées internationales... Il n'est pas le seul, il y a aussi Mouyaya. Comme le ministre actuel du Sport soit là. Mais... j'ai toujours déploré ces problèmes. J'ai comme l'impression qu'en RDC, lorsqu'on parle du sport, on voit le football. Regardez dans quel état aujourd'hui se trouvent les fédérations telles que du judo, les fédérations telles que du cyclisme, de la boxe. On néglige plusieurs sports. Ils ont eu à faire des bons résultats. J'en profite pour évoquer ces problèmes. Allez dans mon quartier, moi je suis à Baroumou, vous verrez plusieurs jeunes sportifs, boxeurs, qui s'entraînent chaque jour. Mais il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de championnat, ils n'ont pas de moyens. Ils s'entraînent pour nous tabasser. Voilà pourquoi il y a trop de coulounes. Parce que quelqu'un qui s'est entraîné, qui ne sait pas où appliquer son entraînement, il va nous tabasser en chemin. Il va commencer à tabasser des gens en pleine route. Il y a des judokas. Pourquoi au Congo on ne doit pas avoir des tédirinaires? Pourquoi on privilégie les sports, plutôt le football par rapport à d'autres sports? Donc moi je pense que le ministre le ministre du sport, M. François Kaboulou, vous avez en tout cas du travail, vous avez en tout cas du pain. Vous avez votre temps, vous avez votre temps. Aussi voir d'autres disciplines sportives. C'est très important. Merci beaucoup. Monsieur Lusakweno, par rapport au ministre de sport, vous parlez de la fonction publique, ministère de communication et médias, ESU, formation professionnelle, EPST, ministère de plan que Jordan a parlé ici.
Mais vous ne parlez pas du ministère de sport. Il y a un souci, il y a un problème ou quoi? Bon, on parlera, c'est aussi le problème des nombres de tous ces ministères. Il y en a tellement, c'est plein. Parfois, revenir sur tous ces ministères. Il y a toute une ribambelle des... Pléthorique, un gouvernement pléthorique. Des ministères. Mais le ministère de sport, comme tout à l'heure, donc, il y a des choses à faire. Hein, Jordan parlait de la boxe. Moi, je vous parle de la fédération de football féminine. Cette fédération peine. On a vu nos joueuses ici tout à l'heure lors de la qualification de... Ils ont fait du bon travail. Hein. Ils ont fait du très bon travail. Mais ils sont négligés. Vous avez une joueuse qui quitte Galatasaray en Turquie, qui vient ici pour jouer, mais on le chasse dans la chambre d'un hôtel. Des joueuses comme ça chassées, ils n'ont pas de prime. Elles payent même leur propre argent pour s'offrir de passeport. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays comme alors que les Bakambou sont bien traités, 20 000 $. Ne marquez pas. Et si là, ils sont très bien traités. Même d'une prime présidentielle. Mais les léopards sont négligés. Mais attendez. C'est un sujet important. Évidemment. Même importantissime, il faut le dire. Il faut vraiment... J'attends qu'on me prenne pour que je pose ma question. Voilà, c'est un sujet important, même... Monsieur Mbessi, prenez-moi s'il vous plaît. Il y a un sujet important, même importantissime. Merci beaucoup, Monsieur Mbessi. Comment expliquer l'équipe de basket, l'équipe nationale de basket, ils ont même remporté, je pense. Oui. Remporté même le championnat, quelque chose comme ça. Oui. Mais le prix que le président devrait donner, les Jeeps, ça fait couler beaucoup d'encre de salive, il fallait qu'il y ait des lobbying. Mais avec les joueurs, c'est très facile. Mais avec d'autres disciplines, il y a beaucoup de problèmes. C'est quoi l'agent causal? Vous parlez de l'afro-basket. Oui, C'était l'afro-basket, notre équipe nationale de basketball, avec des professionnels qui viennent des États-Unis, tout ça, qui ont remporté. Le président a promis... Rien n'a été fait. On ne sait pas ce qui se passe dans d'autres disciplines. On dirait qu'au Congo, le sport, ce n'est que le football. D'autres disciplines négligées. Aujourd'hui, on a toutes ces infrastructures construites dans le cadre des Jeux de la francophonie, pas que pour le football, pour toute autre discipline. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Le président nous promet l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, les stades sont là. Est-ce qu'on a des stades municipaux pour les entraînements? Est-ce qu'on a des hôtels pour tout ça? Donc, il y a des choses à faire dans ces ministères. Même ce problème des supporters, par exemple, qui doivent supporter l'équipe nationale de football lors de la récente CAN. Combien de gens étaient présents? On voit des gens qui sont des cousins, des cousines, des telles autres personnes. C'est pas la thématique. Et puis, on parle du sport, tout ça, ça fait partie du sport. Si vous voulez avoir une équipe de football sérieuse, il faut que l'organisation, c'est aussi les supporters. C'est le 11e, on appelle 13e personne après le 11 joueurs, l'arbitre, il y a les supporters qui sont là. On doit aussi prendre en charge de ces personnes. Vous gardez la parole, M. Loussako. Nous revenons à la thématique. Les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre, je l'avais dit, de l'entame de ces magazines Éduc-Presse d'aujourd'hui, elle est vraiment très pédagogique. Il y a beaucoup de gens qui disent que nous avons un gouvernement avec beaucoup de ministères inutiles. Selon vous, quels sont les ministères qu'on peut mettre de côté? Ministère inutile, non, mais il y a des ministères qui ont vraiment des attributions. Les ministères de trop. Oui, le mot je peux emprunter, le ministère de trop. Parce que vous prenez un ministère comme les ministères proches du Parlement, proches du président de la République. On ne comprend pas les attributions. Pourquoi scinder les sports et la jeunesse alors qu'autre c'était la même chose? Oui, même il y avait le ministère de l'EPST, Initiation à la nouvelle citoyenneté, c'était la même chose à l'époque. Oui. Mais on a séparé. Vous avez le ministère proche du président de la République, ministère proche du Parlement. Ça sert à quoi? On a déjà un Parlement en place. Nous sommes dans un système semi-présidentiel. Il y a le président de la République, il y a le Premier ministre, il y a le Parlement. Alors pourquoi avoir encore un ministère proche du Parlement? Qu'est-ce que le ministre a fait? Qui nous donne son bilan? Le ministère proche du président... Selon vous, il n'a rien fait. Non mais qu'est-ce qui a été fait concrètement? Selon vous, il n'a rien fait. Selon M. Loussako, leur collègue est là, Patrick Mouya, qui reçoit ses collègues ministres. A-t-il déjà reçu une fois les ministres proches du président de la République? Attendez, vous gardez encore la parole, mais je vais poser la question à l'habitué des briefings. Donc, quand vous venez au briefing de M. Mouya, c'est que vous avez fait du bon travail, c'est ça? Je n'ai pas de réponse à ça. Merci beaucoup, continue.
C'est par rapport à ce que vous avez fait. Donc, selon vous, les ministres proches du gouvernement, proches du président de la République, donc c'est... Non, mais ce sont des ministères qui coûtent beaucoup. Même, je vous rappelle que dans le programme... Des ministères budgétivores. Budgétivore, comme vous l'avez dit, dans le programme d'action du président de la République, lors de la campagne électorale, le président a prévu l'axe sur la réduction des trains de vie des institutions. Il y a des ministères qui coûtent cher à l'État, mais qui ne fournissent rien sur terrain. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'emploi, l'électricité, de l'eau. On a des problèmes sérieux. Vous avez des ministères avec des salaires de 33 000 $, entre guillemets, 40 000, des missions de service, tout ça. Cet argent pouvait construire des écoles, cet argent pouvait payer des enseignants, cet argent... Donc, il y a beaucoup à faire, on doit éradiquer. Vous avez cité seulement 2 ministères qu'on peut mettre de côté sans problème. Non, mais il y en a plein. Tellement que c'est pléthorique la liste, on ne saura pas épingler tous ces 55 est-ce que 66 ministères. Tous les ministères doivent obligatoirement avoir de vice-ministères? C'est obligatoirement. Dans la manière, dans notre administration... Parce qu'il y a déjà le CG qui fait presque tout. C'est aussi l'héritage qu'on a pris chez le Belge, dans les systèmes administratifs belges. Donc, quand il y a un ministre, il doit y avoir un vice-ministre. Qui fait le secrétaire général, lui... Qui tourne les pouces. Bon, ça dépend de la manière dont le vice-ministre entre en fonction. Imaginez que M. Mouya avait un vice-ministre. Il allait faire quoi? Parce que vous avez un ministre qui est très compétent, qui maîtrise son ministère. Il vient juste bouffer l'argent inutilement. Bon, pas forcément. Cela n'exclut pas quand vous avez un ministre excellent, que vous, dans votre côté, vous agissez selon vos attributions. C'est ça aussi le problème. Est-ce que ces ministres, quand ils viennent dans des ministères, ils se disent, bon, c'est quoi mon rôle ici? Est-ce qu'ils ont le temps de penser à ça? Est-ce qu'ils savent d'abord? Qu'est-ce que je dois faire ici en tant que vice-ministre? Quand le ministre est en mission, qu'est-ce que je fais quand je reste? C'est un problème. Les secrétaires généraux, ils sont plus dans l'administration. C'est grâce à eux que le ministère est géré, tout ça, des lettres, des correspondances, missions de service, tout ça. C'est eux qui le gèrent. Si c'est grâce à eux que le ministère est géré, alors pourquoi le président de la République a permis à ce qui est la gestion des affaires courantes? Ce n'était pas une question. Mais c'est Jordan Maïniki, ce n'était pas une question. Je suis à vous. Monsieur Gédéon Lusakoueno l'a dit sans gants, l'a dit comme ça, d'une manière brute, qu'il y a des ministères qu'il faut mettre de côté. Déjà, ça n'apporte rien. Il faut le mettre de côté. Vous partagez son point de vue? Si oui, vous pouvez citer ces ministères qui voilà, dans le concret, dans la réalité, ils n'apportent vraiment pas grand-chose dans le développement du pays. Question pertinente. En fait, je dirais ceci. Moi, j'ai toujours partagé en tout cas l'option selon laquelle il faut qu'il y ait réduction du train de vie des institutions. Parce que nous avons un gouvernement budgétivore, alors que les pays ne produisent pas assez. Et si je prends par exemple l'exemple de la France, parce que j'aime bien prêcher par l'exemple, vous avez une très grande nation comme la France qui n'a qu'un gouvernement composé d'une dizaine de ministères. Parce que ce qu'il faut savoir est que c'est l'administration qui gère une nation. Si vous, dans une nation, vous avez une administration qui fonctionne très bien, vous n'avez pas besoin de multiplier le nombre de ministères. Nous avons une 60aine de ministères. C'est trop pour une nation qui a un PIB très faible par rapport à la France qui a un PIB très élevé, mais le budget assez réduit. Le budget ne fait que payer au lieu de résoudre les problèmes sérieux. La majorité, une grande partie de l'argent, des recettes réalisées par l'État congolais vont dans le paiement des agents. Et si vous avez encore un autre problème, les problèmes de la multiplication des agences. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'IGF, vous avez l'APLC, vous avez CNAF, vous avez... Il y a beaucoup d'agences comme ça qui ont été créées. Qui ont été créées. Ça. S'il vous plaît, en tout cas, je suis en train de faire une construction mentale dans l'idée. C'est une gymnastique intellectuelle. Alors, vous savez, je faisais allusion à la multiplicité des agences, parce qu'on a comme l'impression que ces agences réalisent presque le même travail. Vous avez l'agence de l'APLC qui lutte contre la corruption. Vous avez également l'IGF qui est là pour surveiller le fait et entrer de la corruption. Aussi,
Mais pourquoi ne pas faire une seule agence? Vous avez par exemple le ministère de la Justice qui est là, qui peut aussi suivre des problèmes liés à la corruption. Moi, par exemple, j'ai toujours été contre l'existence d'un ministère de l'Industrie. Je me dis que le ministère de l'Industrie est moins important pour notre pays. Mais monsieur Giresse, nous sommes un État qui ne produit même pas un verre, qui ne produit même pas une cure-dent, qui ne produit même pas un stylo. Nous importons tout. Donc, nous sommes dans un système qui fait en sorte que l'activité industrielle que nous avons ne mérite pas un ministère, mais ça mérite plutôt une direction liée au ministère de l'économie. Très bien. Donc, si dans un État, vous créez des ministères pour caser les hommes politiques, pour satisfaire les appétits gloutons des politiciens, ça va mener l'État vers les rétropédalages. Donc il faut que le ministère soit bien concis. Si on comprend bien, certains ministères sont juste de récompense. Mais non, mais moi j'ai comme l'impression, parce que quand vous avez un ministère des Sports, un ministère des Sports à côté, un ministère de la Jeunesse, alors qu'on peut scinder ces ministères-là en un seul ministère, bon, on se dira peut-être que tel parti politique sera lésé, parce qu'il doit être quand même occupé. Il y a tel monsieur qui, si on ne lui donne pas un ministère, il ne va pas nous laisser en paix, il doit être casé quelque part. Là, ça fait retarder le pays, parce que ça coûte beaucoup d'argent, les nombres de ministères. Il y a des directions qu'on peut créer, et puis si on renforce l'administration, et que l'administration fonctionne très bien dans notre État, je suis très rassuré que les choses vont très bien marcher. Donc, ce n'est pas les nombres de ministères qui font en sorte que l'État puisse se développer. Si tel était le cas, le Congo, qui a un grand nombre de ministères, serait peut-être le pays le plus développé au monde. Merci. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous trouverez peu de ministères, mais regardez dans quelle situation se trouve leur État. Donc Merci. ne pensez pas que si vous avez 80 ministères et que vous êtes en train de faire un bon travail. Ce n'est pas Merci beaucoup, M. Jordan Maïnikini. Nous allons lentement à la fin de notre magazine Éduc Presse, mais nous allons maintenant toucher la question qui fait couler beaucoup d'encre et salive, la question qui fâche. Formation du gouvernement. Déjà, l'informateur avait déposé son rapport. Le chef a dit qu'il faut compléter le reste. J'ai ouï dire que l'informateur serait les formateurs. Je n'affirmerai, je parle au conditionnel. Voilà, le journaliste est l'historien du présent. Et le gouvernement peut sortir un de ces 4 matins. Monsieur Jordan Maïnikini, vous venez de parler, vous respirez un peu. Monsieur Gédéon Lusakweno, le gouvernement sera mis en place incessamment, un de ces 4 matins. Selon vous, vous voyez qui comme futur Premier ministre? Ou soit, quels sont les atouts que doit avoir le prochain Premier ministre? Faites un portrait robot. Il doit avoir quoi? Mais pourquoi vous rigolez? J'apprécie bien ta manière de poser. La question qui me pousse à me dire, bah, je ne serai pas trop publicitaire des gens. Évidemment, on va faire un portrait robot. Je pense éviter le débat éponyme. Le mot que j'ai appris de Jordan Maïnikini. Voilà, faites un portrait robot. Oui, un portrait robot. Je retiens vos mots. Aujourd'hui, on a besoin d'un gouvernement qui répond aux attentes de la population. Très bien. Monsieur le Président de la République, vous aviez dit pendant la campagne, vous avez dit, moi j'ai eu le temps de lire, parce que beaucoup de gens au Congo, ils votent sans lire même le programme ou le projet de société d'un candidat. Très bien. Les gens votent. J'ai un polo, je vote. Vous avez voté Félix, pourquoi? Fatih 20. Parce que numéro 20. Parce que tel a chanté JB. Non. Le président a dit que pendant ce quinquennat, il y aura 6,4 millions d'emplois qui seront créés pendant ce quinquennat. 4 millions d'emplois. 6,4 millions d'emplois dans son projet de campagne. Alors, le président doit s'imposer pour qu'on ait un Premier ministre qui répond aux attentes de son projet de campagne. Répondre aux attentes veut dire quoi concrètement? Veut dire avoir un Premier ministre moral, qui a une bonne moralité. Ça m'avait une bonne moralité. Attendez. Pas de vidéos, pas de... Une bonne moralité, voilà. Ce n'est pas que dans ce sens. Mais une bonne moralité, as-tu vu les vidéos de Sama? Le patriotisme. C'est aussi le patriotisme. Je ne voudrais pas
aller trop dans ça, mais on le sait tout à l'heure. Quand il s'agissait de démissionner, tout ça, choisissait le ministère ou le Parlement, comment les gens étaient partout. Ministres, députés nationaux, députés provinciaux, sénateurs. Est-ce que les gens pareils peuvent revenir encore? Est-ce que des gens pareils peuvent servir la nation? On a besoin des ministres qui ont la compétence, qui ont l'amour de la patrie. Parce qu'on peut beau dire, on veut 15 ministères, on peut même faire la réduction des trains de vie des institutions. Mais si on a toujours des personnes immorales, il n'y aura rien qui va se faire. Merci beaucoup, M. Gédéon. Pour vous, le prochain Premier ministre doit avoir une bonne moralité. Une bonne moralité, l'amour de la patrie. L'amour de la patrie. La volonté politique. Volonté politique. Et qu'il regarde le projet de société du président. Qu'il prenne le temps de les lire et de répondre aux attentes de ce que le président avait. Et de comprendre la vision du chef de l'État. Parce que c'est la question qui revient. Oui, oui. C'est quoi la vision du chef de l'État? Le peuple d'abord. C'est quoi le peuple d'abord? Merci beaucoup, M. Gédéon. Je vais vous revenir encore. Vous avez des choses à dire. M. Jordan, portrait robot du prochain Premier ministre. Il doit représenter, il doit avoir quoi comme atout? Alors, je dirais ceci. Nous avons un pays qui a, aujourd'hui, nous avons plusieurs défis socio-économiques à relever. Je pense que le futur Premier ministre qui va arriver a déjà du pain sur la planche, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Il y a un pays chantier. Socio-économiques, les défis militaires, les défis environnementaux. Il y a beaucoup de choses en tout cas. Je pense que, moi je dirais plutôt ce qu'il doit avoir comme atout, c'est l'intelligence des situations. L'intelligence des situations, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit être capable d'apporter des solutions à nos problèmes. Ouais. C'est tout ce que j'exige. Et j'aimerais aussi qu'il soit un technocrate. C'est quelqu'un qui a déjà de la maîtrise de certains dossiers de la République. Il ne faut pas que ce soit un monsieur qui viendra apprendre sur l'État, qui va encore demander du temps pour comprendre un peu la manière dont fonctionne la République, nous bouffer assez de temps pour essayer de comprendre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est déjà dans la poursuite, plutôt dans l'appareil étatique, qui maîtrise déjà l'évolution de plusieurs dossiers et qui a l'intelligence des situations pour savoir que dans tel problème, il faut tel remède, dans tel problème, il faut telle situation pour que nous puissions trouver des solutions. Mais c'est très important. Et je pense que le Premier ministre, selon moi, en tout cas, il doit arriver en urgence parce que nous avons besoin que toutes les institutions soient en place parce qu'au moment où nous parlons, le pays est attaqué. Il faut que toutes les institutions, parce que si aujourd'hui, par exemple, le président de la République veut déclarer la guerre contre le Rwanda, ça sera impossible parce que nous avons encore l'ancien Sénat qui est là. Je demande aussi, j'en profite pour demander aussi à la CENI d'accélérer les choses parce que nous avons en tout cas besoin que le nouveau Premier ministre soit là, que le nouveau gouvernement soit connu, que le nouveau Sénat arrive, même si j'ai toujours été contre le Sénat. Selon moi, c'est une institution qui doit être supprimée, c'est budgétivore pour rien. Le Sénégal l'a supprimé, aujourd'hui le Sénégal fonctionne et moi je n'ai jamais apprécié, je ne trouve pas... Merci beaucoup M. Jordan. Voilà, merci beaucoup M. Jordan. Mais nous avons en tout cas besoin en urgence d'un Premier ministre, qu'il arrive au plus vite, qu'il soit technocrate et quelqu'un qui est rempli d'intelligence des situations. Merci. Monsieur Gédéon, c'est la dernière question. Déjà, il faut le dire que votre prestation m'a séduit. Voilà, la dernière question, déjà avant de boucler complètement cette émission. Pour le choix des animateurs, c'était même la thématique, formation du gouvernement de la RDC, quid sur le choix des animateurs. Nous allons parler du Premier ministre, les atouts qu'il doit avoir. Alors pour les prochains ministres, ils doivent être de politiques qui viennent pour exécuter les pensées des autorités morales ou être vraiment des gens intelligents qui viennent travailler pour le bonheur de la population. Ils doivent être les gens qui viennent travailler pour le bonheur de la population. Parce que c'est vrai, vous venez ou vous êtes recommandé par un parti politique. Ça, ce n'est pas un problème. Mais quand vous êtes ministre, vous n'appartenez plus à votre parti, vous appartenez à la nation. Ne serait-ce que cet état d'esprit, si nous avons des ministres qui réfléchissent comme ça, le pays va avancer. On voit d'ailleurs sous d'autres cieux, récemment au Sénégal, le président en place donne une décision par rapport aux élections. On a une cour, comme on les appelle là-bas, la Cour suprême, tout ça, du Sénégal, refuse la prorogation justement des élections. Parce qu'ils se disent, nous servons la nation. Nous ne servons pas des personnes ou des personnalités ou des autorités morales. Je ne sais pas si ces mots, ça vient d'où ces histoires des autorités morales.
Dans un pays, on n'a pas besoin des autorités morales, on a besoin des hommes d'État, des gens qui réfléchissent pour des questions de terrain, comme l'a dit tout à l'heure Jordan, des technocrates. Tu es nommé au ministère de l'EPST, il faut connaître le problème des terrains. Ne viens pas nous prendre 2 mois, 3 mois, 1 année à apprendre encore que tout moment, monsieur le CG, madame CG, qu'est-ce qui se passe? Tu es nommé au ministère de la fonction publique. On doit avoir des gens qui connaissent le domaine. Donc il y a eu des gens comme ça nommés qui viennent apprendre... Non mais on a vu des ministres qui ont Non mais je n'aimerais pas citer les noms des gens ici. Des ministres qui ont des lettres avec beaucoup de fautes, c'est compliqué. On s'est dit mais... Sérieux? Attendez, les réseaux sociaux aujourd'hui nous dévoilent tout. Rien n'est à cacher. Allez-y voir. Mais ils sont entourés de conseillers, de professeurs d'université. Malheureusement. Qui écrivent à peine le français. Voilà. C'est compliqué. Merci beaucoup, monsieur Gédéon Lusako, monsieur Jordan Maïnekine. On boucle l'émission avec vous. Le prochain animateur du gouvernement, le prochain ministre, doivent répondre à quels critères, selon vous? Probité morale, ça doit être des gens... Est-ce que dans un pays sérieux, on doit encore rappeler que les gens doivent avoir la probité morale? C'est une éducation depuis la maison. Bon, là, ça vient de vous, mais en réalité, ce que nous voyons sur le terrain, c'est autre chose. Moi, je pense que nous avons en tout cas besoin des gens qui vont comprendre qu'on ne devient pas ministre pour toucher à la marmite nationale, qui est le trésor public, pour détourner de l'argent qui devrait servir à la construction des routes, à la construction des écoles, au développement des pays. Nous avons besoin des gens qui vont comprendre qu'être ministre, c'est être serviteur du peuple. C'est-à-dire, vous êtes là, parce que moi, je n'ai jamais compris la conception de plusieurs Congolais. Le président de la République, le ministre, les directeurs des entreprises, ce sont des serviteurs de la nation. Ils sont au service de la population. Ce n'est pas le chef, hein? Ce sont des chefs, oui, qu'on doit respecter. Qu'on doit respecter. On leur doit du respect parce qu'ils sont élevés en grade ou en dignité. Mais en réalité, ce sont des gens ce sont des serviteurs de la nation. Ils sont là pour être au service de la nation. Merci. Et ils doivent bien faire leur travail. Il ne faut pas détourner de l'argent parce que ça fait rétro-pédaler les pays. Et il faut travailler en tout cas avec son cœur pour que le pays puisse avancer. Ça veut dire que lorsqu'on vous nomme quelque part, vous devez vous dire que vous avez une mission. La mission est de bien exécuter vos tâches, de bien faire, de bien réaliser les travaux qu'on vous a confiés, pour aider aussi les chefs de l'État. Merci beaucoup, Jordan Maïnekine Ngonda. Voilà, madame, monsieur, votre magazine Educ Presse touche à sa fin. J'ai dit un grand merci à monsieur Gédéon Lusako. Nos premières participations, c'était à la hauteur des attentes. Félicitations. Je pense que j'aurai encore besoin de vous dans nos prochaines productions. En tout cas, Joe Ilong a fait du bon travail. Ah oui, il est très disponible. Voilà. C'est la maison, on doit la servir. Merci beaucoup, monsieur Jordan. Merci pour la disponibilité. Voilà, j'ai dit un grand merci à la grande équipe technique, monsieur Mbessi, madame Dorcas Kankenza, madame Dorcas, dont j'ai oublié les noms, monsieur Martin Bomembi. J'ai dit un grand merci. Voilà, je vais reprendre la prière du pasteur Dalo. Je vais reprendre la prière du pasteur Dalo, que les chefs de l'État nous écoutent. Nous ne voulons pas des voleurs. Nous ne voulons pas des détourneurs. Déjà, le pays va mal. S'il vous plaît, nous voulons des gens intelligents, compétents, qui vont faire du bon travail. Educ Presse touche à sa fin. Que Dieu bénisse les RDC. Paix et grâce dans vos familles. Au revoir.